Regardez-moi ça. Quelle vue exceptionnelle. Quel ciel incroyable. On est à la mi-novembre ici, dans le nord du Portugal. Il a commencé à pleuvoir sacrément ces derniers jours, mais il y a encore des jours incroyables. Comme celui d'aujourd'hui, il fait une douzaine de degrés. Et je vous retrouve, comme depuis 4 semaines maintenant, je suis très content d'avoir pris ce pli, d'avoir pris cette habitude de recommencer à vous parler et de manière plus proche, plus authentique. L'idée, c'est de vous donner, de vous parler simplement des langues, mon expertise, on va dire, les langues, mais de vous parler plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc un peu différent et de ne pas vraiment vous parler des langues en elles-mêmes ou de la manière dont on peut apprendre une langue, l'anglais ou que sais-je, mais de vous raconter une petite histoire. C'est vrai que en tant que passionné des langues depuis une douzaine d'années maintenant, depuis 13 ans, j'ai commencé à 15 ans, je viens d'en avoir 28. Mais en tant que grand passionné des langues, eh bien, j'ai eu l'occasion ces dernières années de faire pas mal de voyages. Enfin, j'ai décidé de faire pas mal de voyages. Et il m'est arrivé plusieurs trucs. Et c'est vrai que j'ai vécu différentes expériences, différentes histoires, anecdotes que je trouve qui sont sympas. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer en fait. Enfin, je vais pas essayer, je vais vous raconter quelques-unes de ces histoires. Si ça vous plaît. Même si ça ne vous plaît pas d'ailleurs, là j'en sais rien en l'occurrence puisque c'est la première fois que je vais le faire, mais en espérant que ça vous plaise bien sûr, parce que c'est aussi une manière de montrer à quel point les langues permettent de vivre en fait des choses extraordinaires, de connecter et d'avoir un autre regard sur les relations humaines en fait. Et donc je vais vous raconter une histoire que j'ai complètement, qui sort de nulle part, étant donné que je l'ai choisie comme ça parmi toutes les expériences que j'ai pu vivre dans ma vie. On va revenir il y a 4 ans en arrière. J'étais avec Elena, donc ma copine avec qui je vis, je travaille aujourd'hui ici, dans ce magnifique cadre. On s'était rencontrés aux études un an auparavant, des études de traduction-interprétation. Moi je faisais l'anglais et l'allemand, elle faisait l'anglais et le russe. Des études qui m'ont quasiment rien appris, qui ne m'ont rien apporté, mis à part le fait de rencontrer bien sûr Elena, qui est une personne extraordinaire. Mais à part ça, j'ai pas appris grand chose. C'est sans doute pour un autre sujet, mais pour une autre vidéo, je vous expliquerai peut-être pourquoi est-ce que les études ne m'ont rien apporté, pourquoi je pense pas qu'il faut faire des études, évidemment pour apprendre des langues, ça c'est certain que c'est pas du tout utile, mais même de manière générale, en fonction de ce qu'on veut faire, mais c'est pas toujours la solution. Mais bref, on s'était rencontrés aux études, et puis moi comme j'étais passionné de langue depuis l'adolescence, j'avais cette envie de voyage depuis très longtemps, cette envie d'aventure en fait depuis très longtemps. Alors j'avais pu passer 1 an en Allemagne en Erasmus, donc c'était une très belle aventure, très belle expérience, mais moi j'avais envie de plus et d'avoir une approche un peu plus aventureuse, un peu plus sauvage du voyage. J'avais eu l'occasion, grâce à un pote que j'avais rencontré en Erasmus et avec lequel j'avais pu faire quelques voyages en stop. C'est lui qui m'avait initié, il m'avait dit « mais tu sais qu'on peut voyager en stop, il y a différentes techniques, c'est tout à fait faisable et tout ». Donc on avait fait quelques voyages avec lui. Il s'appelait Cédric, je le salue d'ailleurs s'il tombe sur cette vidéo. C'est lui qui m'avait un peu initié au stop. Et donc j'y avais pris goût, et quand j'ai rencontré Léna, ma copine, aujourd'hui, je lui avais toujours dit « tiens, j'aimerais bien faire un voyage en stop en Europe ». Et donc après nos études, on a décidé, en fait c'est moi qui avais surtout poussé, Léna n'était pas super à l'aise avec l'idée, mais j'avais réussi à la convaincre de faire un voyage en stop. Et par contre, comme elle avait certaines affinités avec la Grèce, pour y avoir été plusieurs fois, eh bien, on avait décidé d'aller en Grèce en stop. Donc à partir de la Belgique jusqu'en Grèce. Donc le voyage en lui-même, je pourrais écrire quelques livres dessus. Donc seulement 2 semaines, mais 2 semaines qui ont été tellement riches.
Et il y a plein de choses que je pourrais vous expliquer dans ce voyage, mais je vais choisir aujourd'hui de vous raconter cette rencontre en Bosnie, près de la frontière serbe, avec un ancien soldat de l'ex-Yougoslavie qui nous avait pris en stop et avec qui on avait passé un moment absolument magnifique, qui m'avait presque fait chialer en fait, il m'avait ému aux larmes, ce vieil homme. Donc pour vous remettre dans le contexte, donc on faisait ce petit voyage en stop, on était parti de Belgique, on avait fait l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie. On était rentré en Bosnie, donc on avait quitté l'Union européenne entre la Croatie et la Bosnie n'est pas dans l'Union européenne. Et là, il faut savoir que la Bosnie, déjà, c'est un autre monde. C'est un autre univers complet. C'est un endroit vraiment à part, en fait. Donc la Croatie, c'est un pays, quand on s'y balade, qui est tout à fait normal, je vais dire. Pour un Européen normal, il n'y a rien de choquant. Peut-être quelques endroits peut-être qui sont moins développés, où les infrastructures sont moins développées. Mais ça reste un pays quand même qui s'est beaucoup développé, je crois. Notamment grâce à son entrée dans l'Union européenne. On voit beaucoup des signes que tel ou tel bâtiment, tel ou tel truc a été financé par l'Union européenne. Donc c'est évidemment un pays qui n'a rien de choquant ni de particulier. Le moment où on passe la frontière bosnienne, là par contre c'est un autre monde. Les premiers mètres en fait, on sait tout de suite qu'on est dans un autre univers, on est dans une autre aventure, on est dans un autre cadre. Donc on passe la frontière, il y a encore une frontière où on nous avait demandé nos papiers, même si on était à pied, je veux dire, on nous avait demandé nos papiers, on l'avait montré, pas de souci. Et puis on fait quelques mètres en Bosnie et là déjà, on avait tous les deux un sac à dos d'une 20aine de kilos, on était chargés comme des baudets, comme on dit chez moi. Et là déjà la première chose, c'est qu'on n'a même pas eu besoin de lever le pouce pour faire du stop, c'est qu'après 300 mètres en Bosnie, il y a un gars qui venait de Croatie avec sa voiture, il avait passé la frontière comme nous, et il nous a vu avec les sacs à dos, il s'est arrêté tout de suite pour voir si on avait besoin d'aide. Donc ça c'est la première chose, c'est une générosité dingue, complètement folle en fait, de ce peuple qui pourtant est très pauvre. Mais tout de suite, et c'est pour ça que j'insiste sur ça, mais dès qu'on a mis les pieds sur le sol bosnien, on a tout de suite été frappé par cette générosité qui ne s'est pas fait attendre en fait. Cette envie d'aider les autres qui ne s'est pas fait attendre, qui s'est manifestée dès les premiers instants, dès les premiers moments. Et donc le gars là en l'occurrence c'était un Croate de Bosnie, donc savoir que la Bosnie est ethniquement un pays un peu compliqué puisqu'il y a trois religions et 3 ethnies on va dire, donc il y a des Croates d'origine qui sont catholiques. Il y a des Serbes qui sont orthodoxes et puis il y a des Bosniaques qui sont musulmans. Lui, en l'occurrence, c'était un Croate catholique. Et on a discuté un peu et en fait, il nous a introduit au pays, à la générosité. Il nous a dit, vous verrez ici, on accepte toutes les monnaies parce qu'on lui avait demandé quelle était la devise du pays parce qu'on ne savait pas à l'époque, on n'avait pas été regardé. En l'occurrence, c'était le mark bosnien, mais il dit ici, vous verrez, on accepte tout. On accepte les euros, les dollars, les roubles. Du moment que c'est de l'argent, on accepte tout. Et il nous avait parlé, voilà, il nous avait déjà fait une petite introduction à l'histoire du pays et à son organisation. On a passé 5 jours en Bosnie, 4 nuits, qui étaient folles. J'ai plein d'anecdotes à raconter, mais je veux aller dans l'avant-dernier jour là pour vous raconter cette histoire. Donc on s'approchait de la frontière serbe. Après la Bosnie, on avait traversé toute la Serbie et puis on s'était retrouvé à Skopje en Macédoine. Mais donc là, on venait de quitter Sarajevo, on était vers l'est du pays. Et on fait du stop dans une région assez rurale où il n'y a pas grand-chose à dire ni à faire. Et on commence à faire du stop. Faut savoir que la Bosnie aussi, dès qu'on est arrivé, on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans un pays de l'Union européenne parce qu'au niveau des infrastructures, c'est très différent. Il y a des chiens errants partout. Il y a plein de voitures qui passent qui n'ont pas de plaque. Il y a des routes qui sont des pistes en fait. Parfois on se croirait en Afrique. J'ai jamais été en Afrique, mais d'après ce qu'on dit, il y a des pistes. Il y a beaucoup de pistes. Il y a des voitures des routes qui ne sont pas thermaquées, quoi. C'est du sable, c'est de la terre. Et en Bosnie, on a aussi des voitures sans plaque, des voitures où, comme on faisait du stop, on a pu s'en rendre compte, où on rentre dedans, les compteurs ne vont plus, donc ni le compteur kilométrique pour savoir combien de kilomètres à la voiture,
des voitures étaient arrêtées à 600 000 km, mais elles continuaient de rouler, mais le compteur ne marchait plus. Ou le compteur de vitesse aussi ne marchait plus, donc on ne savait jamais à quelle vitesse on roulait. Et en l'occurrence, les Bosniens roulent comme des timbrés, donc c'était peut-être mieux de ne pas le savoir sur des petites routes de campagne avec des trous de tous les côtés, des gens qui roulent à 100 à l'heure, enfin bref. Et donc on se retrouve à faire du stop, et puis il y a... bon, parfois quand on fait du stop c'est variable, parfois on peut attendre 5 minutes, parfois on peut attendre une demi-heure, et là, après avoir attendu un certain temps, il y a un type qui s'arrête, vraiment un gars, on sentait sur son visage tout de suite qu'il avait vécu des trucs, donc un visage assez fermé, un homme d'un certain âge, j'ai plus en tête son âge exact, mais sûrement 60, 65, 70 ans certainement, qui nous prend en stop, et très monosyllabique, quoi. Donc il s'arrête, ouais, vous allez où? Et puis on explique, on va à tel endroit, je sais plus la ville exacte, mais enfin on allait vers la Serbie, quoi. Donc on lui donne la direction, il nous dit montez, enfin, voilà. Je sais plus exactement la conversation, évidemment c'était pas en français. Moi je me démerdais un peu avec mon slovaque, et Elena parle russe, donc forcément elle parlait russe aussi, et puis on arrivait plus ou moins à se faire comprendre, mais il s'avérait que ce type-là, au final, il parlait assez bien l'anglais. Et donc il nous fait monter dans sa voiture, mais d'une manière très... il s'arrête quand même, donc sympa évidemment, mais voilà, il est très fermé en fait, très blasé, et d'un autre côté, voilà, envie de nous aider, mais ouais, allez, montez. Donc on monte, on discute un petit peu, il nous dit qu'il parle bien l'anglais, etc., on discute, et puis ouais, il commence à nous raconter sa vie. Donc c'était un ex-soldat de l'armée yougoslave. Donc il faut savoir que la Bosnie, évidemment, et tous les Balkans ont vécu, sont des histoires avec des pays avec des histoires qui ont été des histoires très mouvementées en fait, surtout ces dernières années. C'était très récent les derniers conflits là-bas. Il y a encore potentiellement certaines tensions parfois. Et ouais, il nous prend, et là en fait, et c'est pour ça que je voulais raconter cette histoire-là, parce que très très vite en fait, cet homme-là nous a fait une démonstration de tendresse pudique. C'est en fait vraiment cette tendresse qu'on retrouve plutôt chez les hommes, je dirais. C'est-à-dire des hommes très durs, très froids d'apparence, très rustres, qui très clairement ne donnent pas l'impression de faire beaucoup de cas des sentiments et des émotions, mais qui, au fond d'eux-mêmes, ont une tendresse infinie. C'est pour ça que je dis que c'est une tendresse comme ça pudique, parce que il a manifesté tout au long de ce court moment, de quelques heures qu'on a passé ensemble, un souci en fait de nous, de comment on allait, de ce qu'on allait faire après, de comment on se comportait, qui était vraiment très touchant, très émouvant. Et on a appris par la suite qu'il avait des enfants et que peut-être qu'il projetait certaines choses sur nous aussi. Mais ouais, donc en fait, dès le départ, on était rentré dans sa voiture, puis on échange un petit peu. Et il nous dit « Ah d'accord, ok, on va aller boire un verre, on va aller boire une bière ». Et donc on s'arrête dans un petit café qui était là. Les cafés en Bosnie, pareil, hein, il y a une table, il y a 2 chaises, et puis c'est tout, quoi. Et donc on s'arrête le long de la route dans un petit café comme ça, un petit bar. On s'installe sur la terrasse, et puis ouais, 2 bières. C'est à la limite, ou 3 bières, je sais même plus si Léna avait bu une bière aussi, mais c'était à la limite s'il nous demandait ce qu'on allait boire, s'il nous demandait notre avis. Donc ouais, 3 bières, et donc il nous amène les bières, et puis on commence à boire, à boire un verre, on trinque, et puis on discute ensemble, et il nous dit, voilà, on discute un peu, mais il était nous on était très curieux d'en connaître plus sur sa vie, etc. Je me souviens plus de son prénom malheureusement, mais je me souviens que voilà, on était très curieux de lui, et lui, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais à ce moment-là, on voulait en savoir plus. Et il nous expliquait, ouais, donc voilà, j'ai été un ancien soldat yougoslave, et en fait, il expliquait pas beaucoup. Et en fait, c'est un silence qui disait 1000 choses, en fait. En fait, le gars, quand il expliquait ça, quand il a dit cette phrase-là,
et qui s'arrêtait net, qui n'allait pas plus loin. On sentait tout de suite que ce type-là avait vu des choses, avait vécu des choses qui sans doute dépassaient l'entendement et qui étaient tellement profondes qu'elles n'avaient même pas besoin d'être expliquées. Et je me souviendrai toujours que Elena lui avait demandé, un peu naïvement, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer des gens qui, par exemple, qui se sont battus. On connaît tous des militaires, des gens qui travaillent à l'armée, mais les gens de notre âge ne connaissent pas la guerre, évidemment. Mais Elena lui avait demandé un peu naïvement, et du coup, vous êtes battus. Et là, je me souviens très bien qu'il s'était arrêté, il avait regardé, il avait dit Of course, that's what soldiers do. Donc évidemment, c'est pas agressivement, mais il a dit évidemment, c'est ce que font les soldats. Et dans cette manière de dire c'est ce que font les soldats, j'ai senti toute une profondeur, tout un passé comme ça. Encore une fois, de choses qu'il avait dû vivre et qu'il avait dû ressentir au plus profond de lui-même, dans sa chair, des choses qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne peut même pas dire, qu'on ne peut même pas exprimer, mais qui sans doute lui en avait fait voir assez pour le restant de ses jours et pour peut-être encore 1000 vies supplémentaires. Et ouais, donc on avait parlé un petit peu de ça. De mémoire, il avait une fille qui avait quitté la Bosnie, faute d'opportunités aussi, qui était partie aux États-Unis. Si je me souviens bien, j'ai envie de dire New York, mais j'avoue que je suis plus certain de ce point-là, qui travaillait, je crois, dans une entreprise, une grande entreprise à New York, si mes souvenirs sont bons, et voilà, qui simplement, lui, était retraité, mais si j'avais bien compris, on n'était jamais vraiment retraité en Bosnie, parce que les conditions sont tellement difficiles, jamais plein, hein, donc c'est des gens qui sont d'une dignité incroyable, parce que c'est vrai que j'expliquais qu'on sent tout de suite qu'on n'est pas dans l'Union européenne et qu'on n'est pas dans un pays où les infrastructures sont tout à fait où les règles en fait sont les mêmes qu'ailleurs, on le sent tout de suite. Donc on imagine que certaines choses peuvent être assez compliquées, mais tout au long de notre voyage, qui a duré assez peu de temps, finalement 4-5 jours, les gens il n'y a aucune personne qui s'est plaint auprès de nous, qui a dit que c'était la merde ici. Les gens juste prennent les choses comme elles viennent et font ce qu'ils peuvent en fait, et font ce qu'il faut pour survivre et pour quand même vivre dans des conditions pareilles. Et donc ouais, au moment de quitter le bar, évidemment impossible de payer. Donc en Bosnie, c'est sans doute le pays le plus pauvre qu'on a traversé, mais on n'a pas pu payer la moindre chose. C'est pour une autre histoire, mais il y a un gars qui nous avait pris, il nous avait payé la bouffe, le logement, les boissons, enfin voilà. Et donc ce type-là en question, j'ai mon voisin qui est en train de tailler sa haie, j'espère qu'on n'entend pas trop, sur le micro. Mais ouais, en fait, impossible de payer, donc on quitte le bar, évidemment il paye, il nous rince, et puis il nous dit ok, ben moi j'habite là, dans cette ville-là, c'était une ville qui était sur le chemin en fait où on devait aller, donc je vais vous déposer là le long de la route, mais avant ça on va aller chercher à manger, parce qu'il ne faut pas que vous restiez comme ça. On était fin d'après-midi, on venait d'aller boire un verre pendant l'après-midi, et puis il fallait qu'on mange le soir, on ne savait pas où est-ce qu'on allait se retrouver, puisque en stop on ne sait jamais où on s'arrête, on ne sait jamais la chance qu'on a ou pas, donc il dit non, il faut que vous mangez ce soir, donc on va d'abord aller acheter des trucs pour vous. Donc c'était pas pour manger ensemble, c'était nous les acheter pour nous les donner avant de nous lâcher, quoi. Et donc moi le son se rapproche, j'espère que ça ira pour la vidéo, ou alors je vais me reculer un peu. En plus je vais me mettre au soleil comme ça, je crois. Donc ouais, donc nous évidemment, on ne savait jamais où se mettre. C'est par après que je me suis rendu compte que quand on nous donnait des choses comme ça, il fallait d'office les accepter, parce que les gens étaient contents de le faire en fait. C'était une manière pour eux de témoigner leur bienveillance, et qu'il ne fallait pas leur enlever en fait ce plaisir-là. Mais du coup ouais, on est passé dans une genre de boulangerie là-bas en Bosnie.
Il nous avait acheté des trucs pour le soir même, mais beaucoup plus qu'il n'en fallait. 4 énormes sandwichs avec de la viande et tout ce que vous voulez. Et aussi pour le lendemain matin, il dit ça c'est pour ce soir. 2-3 sandwichs chacun, je sais plus, et ça c'est pour demain, et demain de nouveau, le lendemain matin, des petits pains, des trucs comme ça, et donc nous on ne savait plus où se mettre. Il nous avait dit restez dans la voiture, j'y vais. Donc il avait été dans la boulangerie, il était revenu avec un sac énorme qu'il nous avait donné. Après ça, il avait été nous taper le long de la route, enfin à l'endroit où on pouvait continuer à faire du stop. Et puis il nous avait lâché, puis il était reparti. Et juste au moment où il repart, quelques minutes après, on se rend compte qu'on a oublié le sac en question avec les victuailles, avec la bouffe, dans son coffre. On avait complètement oublié, il les avait rangés dans son coffre. Nous, on était à l'arrière. Donc quand on a sorti, on s'est dit au revoir, et puis voilà, et complètement oublié. Donc on se dit merde, parce qu'il les a achetés pour nous, et que du coup, plus rien. Et à un moment donné, et en fait on se dit bah tant pis, on n'avait pas son prénom. Alors ça c'est autre chose qui est incroyable, c'est que tout le monde nous a aidés en Bosnie, mais il n'y a personne qui a voulu échanger nos contacts. Il n'y a personne qui a voulu avoir notre numéro de téléphone, savoir comment on allait aller par la suite, qu'on reste en contact ou quoi. Donc c'est vraiment juste aider des jeunes. Alors nous à l'époque on était des étudiants fauchés complets, mais on avait quand même préparé notre voyage, on avait quand même un budget, on avait quand même de l'argent, enfin on n'était pas à plaindre quoi, par rapport à un pays où le salaire moyen est à 300-400 € par mois, et où en fait on était sûrement beaucoup moins à plaindre que la plupart des gens qu'on a croisés, qui faisaient des boulots éreintants au possible pour un salaire de misère. Mais ouais, et en fait les gens qui nous voyaient voulaient juste nous aider pour ça en fait, ils voulaient juste nous aider, ils voyaient des jeunes avec un sac à dos, ils se disaient qu'ils avaient besoin d'aide, ils se disaient qu'ils avaient besoin de manger, ils avaient besoin de dormir, ils avaient besoin qu'on leur donne le chemin et tout. Et ça n'a été que ça tout le temps, la Bosnie, du moment où on est rentré jusqu'au moment où on a quitté le pays, ça n'a été que ça tout le temps. Des hommes, des femmes, des ci, des ça, des jeunes, des moins jeunes, tout le monde nous a aidés, c'était vraiment exceptionnel. Donc lui, on n'avait pas son numéro, on n'avait pas ses coordonnées, aucun moyen de savoir où il était. Et donc on se dit merde, tant pis, c'est dommage. Et puis 10-15 minutes après, il commençait déjà à faire noir, je me souviens. Mais il était revenu parce que sans doute qu'il avait rentré sa voiture, il avait ouvert son coffre, il s'était rendu compte qu'il avait oublié, donc il a été jusque chez lui, il était revenu. Et là je me souviens encore, il était revenu où on était. Il nous a dit ah ouais, vous avez oublié. Et là encore une fois, très bref. C'était pas pour lui, il voulait pas du tout se mettre en avant, il voulait pas du tout qu'on discute, qu'on le remercie, rien du tout. C'était juste, ces jeunes-là vont avoir faim, il faut qu'ils aient à manger pour ce soir, il faut qu'ils aient à manger pour demain. Et là, ça ne va pas parce que la bouffe que je leur ai achetée restait dans mon coffre, donc je vais aller leur remettre et je leur remets la bouffe et puis je pars et je m'en fous et je veux pas de merci et je veux pas vraiment des gens qui pour moi vraiment de l'altruisme pur, où le type voulait pas de merci, voulait pas se sentir bien, il faisait pas une bonne action pour se sentir bien, pour bien dormir la nuit chez lui quoi. Il voulait vraiment juste nous aider et qu'on soit bien en fait, qu'on ait à bouffer, qu'on soit bien et qu'on soit bien juste. Et donc ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Il était venu avec ça et ouais, ça m'avait beaucoup marqué. Ouais. Je parlais de cette tendresse masculine. Évidemment, des hommes qui ont vécu, comme je le disais tantôt, certaines choses qui sont très dures, qui sont très rustres et qui, malgré tout, font preuve de tendresse et qui ont comme ça des gestes, pas dans la parole, pas sur le visage, mais dans les gestes, qui font des choses parce qu'on sait au fond d'eux-mêmes qu'ils ont à cœur en fait et qu'ils ont envie, qui ont envie d'aider comme ça et qui ont envie qui ressentent quand même de l'amour pour son prochain. Ça m'émeut très fort. Et je me souviens que pendant cette discussion-là au bar et après, j'étais fasciné par lui, par son air d'un gars qui avait vécu des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer, qu'on ne pouvait même pas
s'imaginer, se représenter dans la tête, mais qui, de par ses gestes, manifestait une tendresse exceptionnelle. Et donc ça, c'était très fort, quelque chose qui m'a énormément marqué. Et en fait, pourquoi je raconte ça sur la chaîne? C'est parce que c'est des choses qu'on a vécues et qui m'ont marqué profondément encore 4 ans plus tard. Les souvenirs que j'en ai, les émotions que j'ai ressenties sur le moment sont encore très vives. Mais c'est parce que c'est à ça aussi que servent les langues. Et ce qu'elles permettent de faire, ce voyage, cette rencontre vers des gens qu'on ne rencontrerait pas normalement et qui nous marquent de par des expériences, des cultures qu'on découvre et qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on vit chez nous, des manières d'envisager le monde. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Bosnie parce que c'est aussi le pays pour moi, de ce que j'en ai vu, je ne peux pas me prétendre bien connaître le pays, mais de ce que j'en ai vu, vraiment de la débrouille où tu te plains pas, tu te bouges le cul et tu fais avec ce que tu as sans te plaindre en fait. C'est-à-dire qu'on peut se plaindre toute la journée, mais le salaire moyen, il va rester à 300 balles, il va rester à 400 balles. Donc en fait, on va essayer de faire ce qu'on peut pour pas crever. Je caricature, je suis sûr qu'il y a des gens qui vivent très bien en Bosnie, mais on a quand même on a quand même été dans des endroits où c'était quand même... les gens se plaignaient pas, encore une fois, les gens avaient pas l'air malheureux, mais où c'était difficile de se représenter ça pour nous. Et ouais, juste d'avoir vécu ces choses-là parce que on avait entrepris ce voyage, parce que on n'avait pas peur, parce que lui, par chance, il parlait anglais, mais il y a beaucoup de Bosniens qui ne parlaient pas anglais, donc il y a des vieux qui parlaient un peu l'allemand. Sinon, c'était eux parlaient bosnien, donc serbo-croate, c'est la même famille, c'est la même branche. Moi avec du slovaque, Elena un peu avec du russe, donc pas les mêmes langues, mais on arrivait quand même à se faire comprendre. Il y avait des mots qui étaient similaires, on arrivait... moi je parlais un peu slovaque, je voyais bien que parfois ils ne comprenaient pas, parfois ils hochaient la tête et ils comprenaient, enfin on arrivait quand même. Et ouais, juste des moments incroyables. Alors ce voyage en stop là maintenant, je sais pas si je le referai aujourd'hui parce que je l'ai vu, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai vu ce que c'était. Et je ne sais pas si je suis si demandeur que ça de le redécouvrir à nouveau et simplement de le refaire, mais d'avoir pu le faire grâce à cette ouverture d'esprit et grâce juste au fait d'accepter l'inconfort aussi, l'inconfort de l'inconnu, l'inconfort de dire des mots à moitié qui ressemblent à rien, des phrases qui ressemblent à rien, parce que même mon slovaque il n'était pas très bon par exemple dans ce cas-là, et quand même, alors que eux sont même pas des Slovaques, quand même réussir à se faire comprendre, etc. Ouais, c'est des choses auxquelles on a accès que si on accepte que tout ne soit pas parfait et juste de pousser les portes d'un autre monde, d'accepter l'inconfort et de se retrouver dans des situations qui sont quand même assez inédites, mais qui en fait au niveau de l'expérience et au niveau de ce qu'ils nous apportent sont richissimes. Et donc je pense que moi en tout cas c'est une grosse raison pour laquelle je suis tellement passionné par les langues. J'aime tellement pas juste rester en surface, mais rentrer dans les détails quand je rencontre des gens et quand je visite un pays. J'aime pas trop les city trips de quelques jours, j'en ai fait quelques-uns quand j'étais plus jeune, mais quand j'ai eu 18 ans, je me suis rendu compte que je pouvais voyager sans mes parents, je pouvais acheter des billets aller-retour 50 balles chez Ryanair et aller visiter une capitale. Je trouvais ça super et ça m'a beaucoup plu à l'époque. Maintenant, déjà beaucoup moins parce que je préfère aller me paumer dans un petit endroit de campagne, même si parfois ça peut être déprimant, il n'y a que des vieux, etc. Mais toujours dans cet esprit de découvrir un mode de vie authentique, comment les gens vivent vraiment, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment, quels sont vraiment leurs rêves en fait quand on est dans un coin paumé de la Bosnie où il n'y a pas de rue, il n'y a pas de route termaquée dans ton village, il n'y a pas de règles, ou il y a des règles mais qui sont comme ça, avec lesquelles on peut s'arranger dans des pays quand même où la corruption existe encore, etc. Qu'est-ce qu'on rêve en fait? Quels sont les rêves d'une vie quand on est là dans un endroit comme ça? Quelles sont les solutions qui sont les nôtres pour simplement s'épanouir, vivre sa vie? Comment est-ce qu'on réagit quand il s'agit de faire ci ou de faire ça dans un contexte donné? Donc toutes ces choses que je ne connais pas,
C'est pour ça, moi, que je pense, je suis autant passionné par les langues depuis mon adolescence. Et ben voilà, c'est un format différent, je teste différentes choses aujourd'hui sur YouTube, et je voulais essayer aussi de vous partager des histoires comme ça qui sont un peu plus personnelles, un peu plus, je vais pas dire intimes, mais ouais, qui touchent plus des expériences du vécu, parce que pour moi c'est important quand on apprend une langue de savoir pourquoi on le fait, et je pense que c'est des choses qui peuvent intéresser certains d'entre vous pour vous inspirer, vous donner envie, et que vous sachiez que ouais, quand on accepte en fait d'apprendre une langue étrangère et de voyager dans d'autres pays et juste de ne pas s'arrêter à la surface, on découvre des choses exceptionnelles. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous partager ça. Le jardinier d'à côté recommence. J'espère vraiment que ce sera bon au niveau du son. J'espère vraiment que j'ai pas fait cette vidéo pour rien. Je vois qu'elle fait déjà une demi-heure. Mais ouais, n'hésitez pas, si vous êtes arrivé jusque là, bravo déjà. Parce que je sais que parfois je peux parler et digresser, mais c'est un exercice qui me plaît aussi, donc si personne n'arrive jusqu'ici, c'est pas très grave, tant pis. Mais si vous êtes arrivé jusque là, bravo, et n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, si vous voulez d'autres anecdotes, si vous voulez que ce soit plus court, plus long. N'hésitez pas, si vous prenez 15 secondes, 30 secondes pour me dire ce que vous pensez de ce format, et si vous voulez que j'en fasse d'autres ou que je change certaines choses, ce sera super précieux pour moi, pour que je sache ce qui vous plaît et ce que je peux continuer à faire. Encore une fois, le but c'est de faire des choses qui vous plaisent, mais qui me plaisent aussi. Et donc l'idée c'est de faire en sorte que les deux choses puissent se rejoindre. Donc merci d'être arrivé jusqu'ici, merci de me suivre, et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires et ou d'autres anecdotes.